Azawad, c'est une dénomination géographique qui désigne un terrain qui se situe au nord de Tombouctou, donc on est au Mali actuel. C'est une plaine qui est donc dans le nord du Mali entre Tombouctou et Araouane et puis Bourem. Alors effectivement, donc c'est une appellation géographique qui, au moment du XVIIe siècle, est un lieu-dit, est une désignation, une toponymie, on va dire. Et à ce moment-là, il est difficile de parler d'entité territoriale un petit peu politisée, on va dire, mais au même titre que le pays d'Ogon, au même titre que le Wassoulou, au même titre que toutes ces régions-là. Euh, Au XVIIe siècle, on est dans une période politique où les conquérants marocains ont fait chuter l'Empire Songhai et gouvernent un petit peu la vallée du fleuve Niger, mais effectivement, le terme Azawad n'est pas un terme politique. Et cela le devient alors vers la fin de la période coloniale, quand un cadi de Tombouctou adresse une lettre au général de Gaulle, et le cadi de Tombouctou, donc qui est un arabophone, s'adresse au général de Gaulle pour signifier son désir de ne pas appartenir au Mali qui est en train de devenir indépendant. Donc de signifier qu'ils sont sahariens et qu'ils ne veulent pas être rattachés à la capitale Bamako qui est là vers le sud. Donc là, et c'est beaucoup utilisé actuellement parce que c'est devenu effectivement un territoire qui est revendiqué depuis les années 90. Mais voilà, c'est un terme qui est repris beaucoup depuis, on va dire, une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, à partir de cette lettre du Cadi de Tombouctou de 1958 pour justifier ou apporter une preuve en disant, regardez, l'Azawad est revendiqué depuis ces années-là. En fait, il y a évidemment un glissement revendicatif et puis politique. C'est bien plus tard. Là, il faut aller vers les années 1990 et la rébellion de Touareg de 1990, où on voit l'appellation Azawad euh, présente dans les mouvements de la rébellion, avec le mouvement populaire de l'Azawad, qui est avant le mouvement populaire de libération de l'Azawad, le MPLA. Et ensuite, on a eu toute une dénomination, puisque ce front rebelle s'est fragmenté. Donc, on a eu par exemple le Front populaire de libération de l'Azawad, on a eu l'Armée révolutionnaire de libération de l'Azawad et le FIA, le Front islamique de l'Azawad. Donc, ça, on est dans les années 90. L'identité, en fait, elle est portée par les mouvements de la rébellion. Alors, on se situe donc là dans les années 90, c'est ça là le départ. Et ces mouvements de la rébellion sont constitués par les Touaregs et par des arabophones uniquement. Donc, mais ce territoire qui est devenu en fait, dans une acception plus large que la simple vallée au nord de Tombouctou, c'est devenu, en fait, par extension, la revendication d'un territoire qui représente, à l'époque, dans les années 90, les trois grandes régions administratives du nord du Mali, à savoir la région de Tombouctou, la région de Gao et la région de Kidal, qui est en train d'être créée dans les années 90. Donc, ça couvre des frontières de la Mauritanie à l'ouest jusqu'à l'Algérie au nord et jusqu'au Niger au nord-est. Ça couvre tout- toute cette région, les régions du nord, y compris dans la boucle du fleuve Niger, donc un peu plus au sud, jusqu'à Douanza. Souvent, on parle de Douanza, qui est un site sur la route nationale qui relie Bamako jusqu'à Gao. Et donc, les rebelles englobent l'ensemble en fait des régions du nord du Mali sous cette appellation Azawad. Et donc, effectivement, dans cette région-là, on trouve des Touaregs, on trouve des arabophones, mais on trouve aussi d'autres communautés, d'autres populations, notamment les populations Songhai qui parlent la langue Songhai. On trouve les Peuls qui parlent soit encore une langue Fulfulde, le Peul, ou bien une langue Songhai. Et donc voilà, et c'est là que la problématique politique se pose et qu'il y a quelques tiraillements en interne sur est-ce que l'ensemble des populations de ce territoire revendiqué se revendiquent ou non de cette appellation. Dans les années 90, c'est une revendication d'autonomie, clairement. Il y a quelques par-ci par-là de, de références à une éventuelle indépendance, mais ça n'a jamais été formulé officiellement. Pour cela, il faut attendre 2012,
donc le lancement d'une autre rébellion. Il y a eu une rébellion aussi en 2006 dans le nord du Mali, puis de nouveau en 2012. Et c'est en 2012 réellement que les mouvements de l'Azawad, qui s'appelle à l'époque le MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad, qui au mois d'avril 2012 proclame l'indépendance de ce territoire qui est l'Azawad. Les rebelles autonomistes qui deviennent indépendantistes en 2012 revendiquent ce territoire, veulent se séparer en fait du joug de la domination de Bamako, mais à aucun moment n'ont de prétention sur d'autres régions que celles qu'ils habitent. Je suis allé très fréquemment sur place, j'ai fait des longs séjours dans les années 90, j'étais alors jeune étudiant. Mon premier séjour dans cette région-là, c'est 1994. Je me souviens très bien avoir pris le car depuis Bamako, qui était voilà, c'est une route qui fait 1200 km entre Bamako et puis Gao, sur une route, un goudron en très mauvaise qualité. C'était le moment là, de la rébellion Touareg. Et les cars et tous les véhicules, les camions, etc., les petites voitures aussi, s'arrêtaient au niveau de Hombori. Hombori, on peut dire que c'est le début du nord du Mali. Et je me souviens très bien de cette expérience personnelle où j'avais quitté Bamako dans une forme de, de mouvement très rapide, très vif, d'une chaleur assez importante, etc. Et on est arrivé jusqu'à Ambori par le car, où je voyais défiler le paysage. Et on est arrivé en pleine nuit, et je suis descendu du car parce qu'on devait attendre plusieurs heures une escorte militaire qui accompagnait les véhicules. Et je me souviens être descendu du car, c'était au mois de février, et avoir ressenti le froid. Le froid vraiment de la nuit saharienne. Et une toute autre, une toute autre dimension, un paysage très horizontal, un paysage très minéral, avec du caillou, avec de la latérite un peu comme au sud, et avec quelques reliefs au niveau de Hombori. Donc pour moi, ça a marqué vraiment ce- cette évolution, enfin, ce moment de rupture entre le Mali du Sud et le Mali du Nord. Géographiquement, c'est effectivement un paysage qui devient beaucoup plus aride. Et après, quand on continue donc la route de Hombori jusqu'à Bagao, alors en ce temps-là, il n'y avait pas de pont pour franchir le fleuve Niger, parce que cette route parcourt en fait sur la rive droite du fleuve Niger. Et pour aller dans la ville de Gao, il faut franchir le fleuve. Et là, il y avait un bac. Et donc là, c'est la vue et la découverte du fleuve Niger dans ces régions du nord. Et donc pour décrire à des gens qui ne connaîtraient pas ces régions-là de l'Azawad, c'est des régions largement désertiques qui verdissent au moment des pluies, donc pendant l'hivernage, la saison juillet, août, septembre. Et quand c'est désertique à la saison chaude, mars-avril, c'est une région qui est traversée par cette ligne bleue qui est donc le fleuve Niger et qui est un axe vital essentiel pour l'ensemble des populations et qui a drainé toutes les civilisations depuis de nombreux siècles. Les terminologies de nomade et de sédentaire, qui sont donc des termes français, ont été imposés par la colonisation française et, chose intéressante, n'ont pas d'équivalent non plus dans les langues songhai. Pour se désigner eux-mêmes, les populations ne s'appellent pas, n'ont pas de traduction, n'ont pas de mots pour dire nomade ou sédentaire. En gros, ceux qui bougent ou ceux qui restent fixes, qui sont sédentarisés sur un lieu propre, ils vont se désigner comme étant les gens du fleuve, les gens des dunes. Donc en tamashek et en songhai, on a là les équivalents. On va dire Isabore en songhai pour dire les gens du fleuve, et on va dire Kelegeru en tamashek, les gens du fleuve. Et ce qui veut dire que on peut être gens du fleuve à la fois Touareg et à la fois Songhai. Et les Touaregs entre eux, si les gens de Kidal parlent des Touaregs qui vivent dans la région de Tombouctou ou dans la région de Gao, vont dire, eux, Kelegeru. Et de la même manière qu'ils vont dire que les Songhai sont des gens du fleuve, et donc des Touaregs parmi eux sont également des gens du fleuve. Donc ça, c'est important, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent sur ces termes-là, et que tout le monde bouge, en fait. Même ceux qui sont les paysans et les agriculteurs font des campagnes agricoles qui sont limitées dans le temps et vont travailler un peu plus à l'est, un peu plus à l'ouest, un petit peu plus au nord. Et donc, on est vraiment dans une zone de confluence, dans une zone de rencontre où moi je me souviens encore les premiers souvenirs de jeunes étudiants, on a bien du mal, je dois vous le dire, à faire une différence entre qui est Songhai, qui est Tamaché, qui est arabe,
même sur le code vestimentaire, on voit là des Songhai qui portent le turban, il y a des Noirs parmi les Touaregs, etc. Donc vraiment, cette zone de l'Azawad et du nord du Mali, et principalement autour de la boucle du Niger, c'est une zone de rencontre où il y a de nombreux intermariages. Voilà, donc c'est ça qui est très compliqué, et il y a du travail pour justement déconstruire les catégories coloniales, ethniques et nomades sédentaires, par exemple. Dans la vallée du fleuve, il y a un pâturage aquatique qu'on appelle le bourgou, qui est très recherché par les éleveurs et ce qui fait justement les échanges et les zones de contact entre les éleveurs d'un côté et les agriculteurs de l'autre. Donc il y a une agriculture qui fonctionne grâce à l'élevage pastoral. Donc ça, c'est quand même une ressource économique importante. On commercialise le bétail à la fois vers le nord, donc vers l'Algérie, on le commercialise vers le sud en partant vers le Niger jusqu'au Nigeria. Ce sont du bétail sur pied qui circule souvent à camion, dans des camions actuellement pour alimenter le marché des pays côtiers jusqu'à la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Euh, Ce sont du bétail qui arrive soit du centre du Mali, voire même du nord. Donc il y a quand même des ressources intrinsèques. Et je voudrais insister sur une chose, la principale ressource de ces régions-là, c'est la mobilité. C'est-à-dire que ce sont les échanges, c'est le commerce avec l'ensemble du nord de l'Afrique, donc évidemment l'Algérie, évidemment la Libye, évidemment le Niger voisin, évidemment la Mauritanie. Donc ça, c'est, on va dire, séculaire ou même vieux comme le monde, c'est une région qui vit du mouvement, ce qui pose la question de est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine impasse à vouloir constituer un territoire qui serait délimité avec des frontières un petit peu strictes pour des populations qui vivent de l'échange et qui vivent du mouvement. Donc ça, c'est une partie intéressante pour nous, là, les chercheurs, qui est liée et qui s'explique par le fait que les mouvements de la rébellion cherchent une autonomie, voire une indépendance vis-à-vis de Bamako, et que pour devenir indépendant, le concert international veut qu'on constitue un État. Et donc voilà, donc ils sont rentrés dans cette logique-là, mais à mon avis, quand on regarde les échanges réels et les échanges concrets entre les populations, la ressource, c'est la mobilité, et dire aussi un mot des ressources minières et des ressources là, dans le sous-sol. Il y a de l'or. Le Mali est actuellement un des plus grands producteurs d'or au monde. C'est en tous les cas la première ressource à l'exportation du Mali. Donc les enjeux sont considérables. C'est pas une exploitation encore industrielle de l'or. Donc c'est un grand nombre de sites borifères sur lesquels concentrent toutes les populations du Mali, mais pas simplement. De nombreux voyageurs aventuriers que l'Europe appelle les migrants viennent travailler là. Et donc, ça devient un enjeu pour les autorités de Bamako, pour les mouvements de la rébellion, pour les mouvements islamistes également. Plus toutes les explorations sur le gaz ou bien le pétrole. On est sur des filons qui peuvent évidemment communiquer entre le sud de l'Algérie et le nord du Mali. Donc c'est une région qui, sur le plan économique, pourrait être viable. Ça c'est pas le problème, quoi. Mais en respectant, selon moi, la ressource principale qui est la mobilité, donc la liberté de circuler. C'est un enjeu politique immense de savoir combien de personnes il y a. Je vous dirais peut-être un chiffre comme ça, presque 1 million de personnes sur l'Azawad. Alors après, l'enjeu aussi, c'est combien en proportion pour les Touaregs, combien pour les Arabes. Voilà, donc ça, c'est un calcul ethnique qui est vraiment un piège, un piège pour justement la bonne entente et la viabilité d'un territoire comme celui-là. Mais voilà, il y avait des recensements à l'époque coloniale, et je dois vous dire que là, j'ai pas les chiffres, j'ai pas préparé ça, j'ai pas les chiffres avec moi, mais voilà, au sens large, on pourrait penser peut-être, voilà, moins d'1 million, ça je pense, mais en tous les cas, proche, certainement. Il y a plus grand monde actuellement qui revendique, en tous les cas officiellement, une indépendance complète de ce territoire. Mais si on se pose dans l'optique d'un État fédéré au sein du Mali, d'ailleurs, ce sont des options qui sont portées également maintenant par des opposants politiques au niveau de Bamako, qui serait certainement une solution et un projet en tous les cas intéressant à mener.
Alors, la question là sur la capitale, elle repose justement l'idée d'un État qui serait centralisé et donc porterait en elle-même les problèmes de concurrence entre les différentes régions, parce que comme dans toutes les régions du monde, surtout quand on revendique une autonomie, il y a évidemment des tiraillements internes, il y a évidemment des concurrences, des rivalités. Et donc, voilà, je pense qu'il n'y aurait pas, enfin, il ne faudrait pas qu'il y ait une capitale, que ce soit Tombouctou, Gao, Kidal, voire Ménaka, qui est une zone importante sur le plan historique. Voilà, il faudrait que ce soit vraiment remettre comme un géographe là, que j'aime beaucoup qui s'appelle Denis Retailleer, remettre l'espace mobile au centre de cet État fédéré. Les populations de l'Azawad ne sont pas juridiquement colonisées par le Mali actuellement, mais la plupart des mouvements qui se revendiquent de cette autonomie-là, et notamment là les rebelles, ressentent cette dimension de colonisation qui perdure. En fait, c'est ce qui est dit souvent, ce qui est raconté par les acteurs eux-mêmes. Quand le Mali est devenu indépendant, pour les Touaregs du nord du Mali, nombre d'entre eux, même s'ils ont soutenu l'indépendance pour certains chefs, nombre d'entre eux ont vécu ce tournant historique comme une seconde colonisation. Et donc, c'est ce qui a notamment, c'est une des matrices des rébellions successives depuis 1963, c'est ce sentiment-là très fort quand même d'être toujours sur un joug colonial. Donc voilà, donc avec la Palestine, il y a quand même cette idée coloniale ou post-coloniale. Il y a aussi le fait que ce sont des luttes qui sont longues, qui se tissent dans le temps entre les générations. Donc là, il y avait des rapprochements intéressants avec la résistance palestinienne. Et enfin, ce sont des luttes qui s'inventent et qui se structurent aussi dans l'exil. Alors c'est le cas des Touaregs là, pendant les années 80, qui depuis la Libye ont imaginé leur projet de libération. Et chose intéressante, c'est peut-être une anecdote, mais des combattants Touaregs sont partis au Liban aux côtés des mouvements indépendantistes palestiniens dans les années 80. Donc ils ont fait une sorte de formation militaire. Ils étaient envoyés à l'époque dans les rangs de l'armée libyenne, pardon, mais des combattants Touaregs se sont retrouvés au Proche-Orient, notamment dans le sud du Liban dans les années 83-84. Pour terminer d'un mot et revenir un instant à l'Azawad, vous avez l'impression de l'avoir découvert ou d'avoir quasiment épousé la cause de l'Azawad. Je l'ai découvert. Pour vous répondre honnêtement, peut-être au départ, on est tous tiraillés évidemment quand on est jeune et quand on est porté à suivre les mouvements de résistance. J'ai voilà, j'ai peut-être épousé la cause au tout début, mais aujourd'hui, clairement, non. J'en suis revenu et à mon avis, c'est le parcours logique et en tous les cas essentiel, me semble-t-il, surtout quand on fait de la recherche, qui plus est en histoire, de se distancier des acteurs et notamment de leur cause. Et je peux être assez critique, comme je l'ai été tout à l'heure, sur les impasses possibles d'une revendication territoriale de l'Azawad qui ramènerait à la création d'un petit Mali à l'intérieur du Mali. Donc si on conteste la gouvernance ou la manière de fonctionner de l'État malien, pourquoi recréer les bases, ou en tous les cas les conditions de d'instauration de relations assez verticales et de domination qui structurent la plupart des États. Donc non, je garde un contact évidemment avec les gens, mais je dois dire que dans ces luttes pour l'autonomie de l'Azawad, très souvent les populations civiles ont été oubliées. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est pour ça que j'ai eu la chance, dans la fin des années 90, de faire des grandes enquêtes dans la région de Gao, là, notamment, pour redonner un peu la voix aux populations civiles qui étaient un peu laissées pour compte, toutes les rébellions se soldant par des négociations entre les hommes en armes, les mouvements armés et l'État central. Et donc, voilà. Donc, l'important d'aller voir, d'aller écouter les récits aussi des populations civiles, dont la plupart sont réfugiés. C'est ce que j'ai pu faire en 2012, en 2013, au Burkina Faso, au Niger, et là que je continue à faire avec la Mauritanie.